Si on prend le monde extérieur est la continuité collective de notre propre espace individuel. Ce qui veut dire qu'il existe un corps collectif, un corps vibratoire, dans lequel il y a une interdépendance entre nos propres corps et le monde collectif. Et c'est pour cette raison que l'on n'attire pas n'importe quoi, n'importe quand. C'est pour cette raison que les synchronicités sont la continuité de ce que l'on vit en synchronicité individuelle dans notre corps. Par exemple, j'ai beaucoup de colère, je m'auto-empoisonne, etc. Et je me retrouve à avoir des gaz, à avoir des trucs, à avoir mal à tel endroit, et à développer ou à somatiser une certaine maladie. Eh bien, c'est la même chose dans le monde physique. J'ai ceci, j'ai cela, machin, et je finis par attirer une situation ou une personne qui me ressemble et qui va me faire comprendre par complémentarité, par opposition, la problématique que je suis en train de régler. Parce qu'on est dans un seul corps, il n'y a qu'une seule présence, une seule conscience, interdépendante de tout ce que l'on vit et de ce que l'on vibre. Parce que nous sommes qu'un seul être. À partir de là, c'est important de comprendre que la maison que nous allons attirer est exactement la continuité de notre propre conscience. Et que même si on a une maison qui apparaît ne pas être à notre image, et nous avons les moyens, vous pouvez être sûr, le compromis, il saute. On ne l'aura pas. Parce que vibratoirement, énergétiquement, ce n'est pas notre maison, on ne pourra pas l'attirer. Même si on la voit sur le catalogue, elle est bien, l'agent bien dit, hop, des synchronicités vont faire qu'elle va être achetée avant, qu'elle va être nanana. Et on va finir à acheter une maison qui est à notre image. Un lieu de vie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important et de beaucoup plus impactant, en tout cas, pour notre vie, notre santé, notre vitalité, notre conscience, que ce que l'on imagine. Ce n'est pas une petite boîte, ce n'est pas un endroit dans lequel le corps se réfugie. C'est quelque chose qui est bien plus grand que ça. Un lieu, il est conditionné par le pays dans lequel il est, par l'énergie du pays. Chaque pays vibre quelque chose de différent. Et on se rend compte quand on harmonise des lieux, que harmoniser une maison en Espagne, en Italie, en Suisse, au Venezuela ou n'importe où, c'est pas la même vibration. On a déjà une vibration liée à la culture, aux égrégores, à la vibration de la Terre qui n'est pas la même. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres facteurs. Par exemple, le fait qu'il soit dans une ville ou en campagne, ça ne va pas être la même vibration. On ne peut même pas, même au niveau de l'harmonisation, faire la même chose avec un lieu qui est en plein milieu d'une ville et qui est confronté vraiment par la pression vibratoire et le rayonnement d'une usine, d'un hôpital, d'un périphérique qui passe à côté, ou d'une petite rue dans laquelle il y a eu de nombreux propriétaires, ou dans lequel il y a 46 box Wi-Fi qui traversent l'appartement, dans lequel vous ne pouvez pas mettre stop voilà, pour l'immeuble entier. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui conditionnent un lieu au jour le jour. Donc, on ne peut pas appréhender les lieux de la même manière. Il y a aussi sa forme, parce qu'effectivement, la forme, l'onde de forme, la manière dans laquelle c'est fait, son aménagement, sa circulation, ses couleurs, sa symbolique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans compter tous les objets qu'on va mettre dedans qui peuvent plomber, les mémoires et tout ça et tout ça. Mais là, si on a cette vision-là, c'est qu'on pourrait se dire, mais oui, mais ok, c'est un ensemble, on va dire, matériel de choses accumulées qui nécessitent et qui conditionnent le lieu. Mais là, on va tourner les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va vraiment modifier les choses. C'est-à-dire que, en fait, on imagine et on se dit, c'est le lieu qui conditionne la personne. Ok, on se dit d'accord. Donc, selon là où j'habite, selon le village que je choisis, selon la montagne plus ou moins que je choisis ou l'endroit ou la maison, les couleurs qui seront dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si on tourne les choses, on se rend compte, et je vous l'ai toujours dit par rapport à ça, que les choses vont toujours dans les deux sens. C'est-à-dire que, quelque part, ce n'est pas un hasard d'avoir choisi ce pays, ce n'est pas un hasard d'avoir choisi cette montagne, ce n'est pas un hasard d'être dans tel type de maison, ce n'est pas un hasard d'avoir tel type de couleur, et ce n'est pas un hasard non plus d'avoir ce type d'objets qui sont arrivés dans la maison. La maison, elle est à notre image. C'est ça qui est extraordinaire. Elle est là toute la magie, on pourrait dire, du Feng Shui, et la compréhension d'un espace de vie. C'est que nous n'attirons pas une maison et nous n'attirons pas un lieu par hasard. Alors il y a des gens qui vont dire oui, c'est le lieu qui nous attire. Alors d'un certain point de vue, oui, si on regarde les choses dans les deux sens, c'est un petit peu ça. Mais cependant, à un autre niveau, il faut comprendre que l'on vit dans un univers dans lequel les synchronicités d'attraction, de complémentarité sont à l'œuvre non seulement dans les relations, où on se dit « Ah, j'ai attiré telle personne à laquelle je suis en affinité », donc on a beaucoup plus de facilité à se rendre compte quand on est en couple qu'on a attiré une personne qui a des complémentarités avec qui on s'entend.
Même s'il y a 14, je ne sais pas combien de milliards de gens qui pourraient nous correspondre, on se rend compte que sur ces milliards ou ces millions, il n'y en a pas tant que ça en définitive, avec qui ça peut vraiment coller. Et que de ce fait, on va attirer par certaines synchronicités. Eh bien, il faut se dire et comprendre que cette synchronicité, elle marche vraiment aussi avec les lieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 146 000 lieux qui nous correspondent. Tout simplement, ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question d'environnement local, etc., etc. C'est aussi parce que nous ne pouvons pas incarner ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que nous attirerons, même vibratoirement, dans le choix d'une maison qui nous correspond. Et je vous dis, pas par rapport forcément au prix qu'on y met, mais par rapport à la vibration, aux énergies, aux mémoires, etc. Nous attirons une maison qui est à notre image. On a beaucoup plus de facilité à le comprendre dans le couple. On a beaucoup plus de capacité à le comprendre dans l'amitié, où on voit des classes sociales se mettre ensemble, on voit des types de personnes être ensemble, on voit des choses qui sont assez faciles à comprendre en fait par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de vivant qu'on peut voir. Mais on a du mal à réaliser à quel point notre propre lieu est à notre image. Et s'il ne correspond pas à notre image totalement, dès en arrivant dans le lieu, on va casser un mur, on va changer la couleur et on va le mettre à notre image. Et c'est, de par cette réalité, en tout cas vibratoire, que l'on peut voir à quel point un lieu correspond à son propriétaire et que nous pouvons lire le propriétaire en lisant le lieu. Parce qu'il a incarné ce lieu, comme je vous disais, la matière n'est pas juste un ensemble d'éléments, terre ou air, feu, voilà, de briques, de choses comme ça mises les unes sur les autres. La matière, c'est de l'énergie. Et de ce fait, nous attirons de l'énergie, des configurations énergétiques qui nous ressemblent, avec des problématiques et des choses existantes dans le lieu qui sont des choses que soit nous devons régler, soit que nous sommes attirés par complémentarité, soit par opposition, ou soit simplement par affinité. Imaginons, je prends un exemple, que c'est souvent qu'on reconnaît un type de personne par rapport à sa voiture. Vous savez, les voitures veulent dire certaines choses. On n'est pas attiré par n'importe quelle voiture, voilà, n'importe comment. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est ce type de voiture, pas possible pour moi. » On va regarder le père de famille gentil dans la berlingot espace double place avec bébé à bord un petit peu derrière. Le mec chef d'entreprise, cheveux gominés dans sa BMW avec une énergie combattante. Combattante au niveau entrepreneurial. Voilà, la petite nana un peu urbaine dans sa petite Smart blanche et noire de Nice, voilà, pouvant se garer partout, agente immobilière, pouvant machin. Vous voyez, je vous fais des clichés catastrophiques, mais c'est juste pour vous dire que chaque petite voiture peut, voilà, un peu comme on plaisanterait, vous savez, avec les propriétaires de chiens. On rigole avec ça, et en même temps, on réalise à quel point, à un moment, on se gratte les cheveux, on dit « Bah ouais, c'est vrai que le chien, il ressemble quand même à son propriétaire. » Alors, je suis désolé du raccourci, mais symboliquement, énergétiquement, ce n'est pas un hasard. Hein, c'est pas une configuration hasardeuse sur lequel machin, c'est que c'est vraiment une réalité. Et on ne réalise pas à quel point même le lieu qu'on attire et ce que l'on va attirer est une configuration énergétique qui est à notre image. Et c'est pas hasard non plus que vous vendez votre voiture qui a toujours bien marché et que vous la vendez à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui la prend, à qui vous la prêtez et qui, par le processus d'identification de cette voiture, au moment où il l'a, il change la combinaison énergétique de la voiture et elle tombe en panne. Et il y a un joint de culasse, et il y a des problèmes dans le radiateur, et nana. Et il vous dit, mais attendez, tu m'as vendu une voiture. Et vous dites, mais non, mais sincèrement, je n'ai pas eu de problème pendant 10 ans. Et toi, tu viens de l'acheter et tout se déglingue. L'autre dit, ah ouais, mais voilà, c'est parce que tu savais qu'elle était à bout. Et en fait, elle n'était pas à bout. La matière réagit à l'énergie. C'est de l'énergie. Donc à partir de là où la matière c'est de l'énergie, elle réagit à notre conscience, elle réagit à notre fréquence. Et pas seulement dans le fait de l'avoir ou de le posséder, mais aussi dans le fait de l'attirer. Donc quand on parle, vous savez aujourd'hui, de l'abondance, on parle de ces choses-là, des certaines lois de manifestation, on ne parle pas de fait d'attirer ce que l'on désire, on parle de fait d'attirer, entre guillemets, ce que l'on vibre. Donc le processus ne va pas être fait dans le fait de travailler sur le fait de penser absolument à ce qu'on veut, mais dans le fait d'être
et de travailler une posture dans laquelle nous sommes légitimes et nous méritons vibratoirement d'accueillir en tout cas cette vibration qui peut être une abondance quelconque. Mais la chose, c'est que vous savez bien que c'est pareil dans l'amour, hein. Si une personne cherche véritablement à trouver une personne qui est la plus adaptée pour elle ou pour lui dans un couple, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de réussir à être pleinement satisfait d'être avec lui-même. Parce qu'il attirera quelque chose de relativement équilibré et qui représentera un double, en tout cas, de l'autre genre ou de l'autre sexe ou pas, hein, mais en tout cas, qui soit équilibré et qui soit dans la même dynamique et dans la même énergie. Parce que la personne ne viendra pas se pluguer, entre guillemets, sur des parties négatives ou positives où ils ne seront pas attirés, on va dire, dans certaines blessures ou traumatismes inversés. On pourrait dire ça comme ça, ou complémentaires. L'un ne viendra pas pomper l'autre. Mais dites-vous qu'à un autre niveau, c'est la même chose. Une personne qui est équilibrée, qui a une belle vibration, qui est alignée, etc., vous pouvez être sûr qu'elle attire un lieu qui est relativement équilibré et qui a son image. Et que quand on a plein de problèmes, quand on est dans des phases où on est un petit peu désaligné, tordu, en perte, en désespoir, etc., c'est généralement surtout pas le moment d'aller acheter un lieu. Parce que c'est à ce moment-là que vibratoirement, énergétiquement, les lieux qui vont nous correspondre et que l'on va attirer vont être, comme par magie, exactement à l'image de nos problématiques. Même si on ne le voit pas. Même si on ne le voit pas. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est importante. Vous savez, j'ai harmonisé dans ma vie plus d'1 millier de maisons. J'ai fait des centaines de maisons dans le pays, même à l'étranger, sur place. Harmoniser, travailler avec des architectes, travailler sur des trucs, sur les aménagements, sur les reconfigurations, sur le bagua en feng shui, sur travailler les secteurs, etc. Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule maison qui a mis en doute ou en incertitude ou remis en question cette compréhension qui n'a fait que grandir de plus en plus, à quel point chaque chose dans la maison, chaque objet, chaque couleur, la forme de la maison, la situation, la manière de venir dans l'énergie, les problématiques qui y sont liées, qu'elles soient énergétiques ou matérielles, sont exactement à l'image des problématiques invisibles que vit la personne. Émotionnelles, et les trucs de fosse septique, les canalisations bouchées, une fuite dans le toit, vous voyez, toutes les choses qui se passent dans le lieu ont symboliquement une réalité vibratoire qui existe dans la personne. S'il y a des problématiques dans le lieu, le toit il se prend la foudre, on a une fuite, je ne sais pas, sur le côté sud-est, sur le côté nord-ouest, en bas, 2e étage, 1er étage, dans le truc, énergétiquement, ça symbolise quelque chose. Parce que là où c'est fou, et ça paraît incroyable, et là je vais aller un petit peu plus loin, c'est que quand vous regardez votre propre corps, vous avez bien compris, et vous le savez, que énergétiquement, les organes ne sont pas à n'importe quel endroit. Je vais dire d'une autre manière. Où que soient les organes, ils sont le siège des émotions, qui sont eux-mêmes la condition des pensées, puisque le corps mental pousse sur le corps émotionnel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des sièges des pensées dans notre corps. C'est-à-dire que notre corps est une continuité, un assemblement, comme je vous disais, des différents corps subtils. Il n'est que la conséquence manifestée et cristallisée des différents corps. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits, des sièges des pensées, le siège des émotions, et dans les émotions, il y a le siège de la peur, hein, on pourrait, le siège de la colère, le foie, le machin, etc. Enfin voilà, en MTC, médecine traditionnelle chinoise, ont été répertoriés depuis très longtemps ces différents endroits dans lesquels, si on a un problème émotionnel, quel qu'il soit, il va y avoir des impacts dans le corps à des endroits très précis. Et là, on a une symbolique du corps. L'herpès, le zona, l'eczéma, des kystes, des abcès, des problématiques de dents et ainsi de suite. Voilà, les dents, on est vraiment dans des problèmes. Généralement, chaque dent va signifier quelque chose. La naissance de chaque dent, reliée à la colonne, reliée à ceci, reliée au transgénérationnel, la constitution du minéral, des aspects les plus profonds. Après, de la partie plus éthérique, un petit peu de la constitution des organes, qui vont être la partie du végétal, le système nerveux, la partie de l'animal, la partie humaine, et toute cette constitution qui se développe de vie en vie et qui suit un trajet normal des parties les plus reptiliennes de nos origines aux parties les plus humaines et voire spirituelles. Et dans toute cette constitution du développement de l'être, de nouveau qui s'ouvre, il y a toute une continuité qui suit une logique dans laquelle on a déjà compris des symboliques qui sont présentes. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que si notre corps a une symbolique particulière parce que nous sommes la continuité et le déploiement naturel de notre conscience, et de ce fait, je ne parle pas
par hasard, je ne peux utiliser que des mots qui vivent en moi, je ne peux avoir qu'une vision et anticiper mon futur par rapport à ce que je puise dans mon propre passé. Je n'utilise dans ma propre gestuelle un espace en fait qui est propre à mon propre développement. C'est-à-dire que par exemple, je vais être là, ah oui, mais voilà, si je dis comme ça, oui, mais tu vois, là je parle avec le cœur. Si je dis, mais attends, mais ça va pas, hop, je parle de la raison, je monte mon corps mental. Si je me gratte la tête, j'essaye de stimuler un peu mon coronal. Si je me mets comme ça, ben voilà, effectivement, je me ferme un petit peu au niveau du plexus, et ainsi de suite. Toute chose que l'on fait est la manifestation vivante dans l'espace de ce que nous sommes. Et nous ne pouvons rien inventer et nous ne pouvons absolument rien cacher. Ce qui veut dire que là, j'entreprends dans le corps en fait une réalité, on va dire, vivante. Mais dites-vous une chose, c'est que dans la maison, si on prend le monde extérieur est la continuité collective de notre propre espace individuel. Ce qui veut dire qu'il existe un corps collectif, un corps vibratoire, dans lequel il y a une interdépendance entre nos propres corps et le monde collectif. Et c'est pour cette raison que l'on n'attire pas n'importe quoi, n'importe quand. C'est pour cette raison que les synchronicités sont la continuité de ce que l'on vit en synchronicité individuelle dans notre corps. Par exemple, j'ai beaucoup de colère, je m'auto-empoisonne, etc. Et je me retrouve à avoir des gaz, à avoir des trucs, à avoir mal à tel endroit, à avoir des trucs, etc. Et à développer ou à somatiser une certaine maladie. Eh bien, c'est la même chose dans le monde physique. J'ai ceci, j'ai cela, machin, et je finis par attirer une situation ou une personne qui me ressemble et qui va me faire comprendre par complémentarité, par opposition, la problématique que je suis en train de régler. Parce qu'on est dans un seul corps, il n'y a qu'une seule présence, une seule conscience, interdépendante de tout ce que l'on vit et de ce que l'on vibre. Parce que nous sommes qu'un seul être. À partir de là, c'est important de comprendre que la maison que nous allons attirer est exactement la continuité de notre propre conscience. Et que même si on a une maison qui apparaît ne pas être à notre image, et nous avons les moyens, vous pouvez être sûr, le compromis il saute. On ne l'aura pas. Parce que vibratoirement, énergétiquement, ce n'est pas notre maison, on ne pourra pas l'attirer. Même si on la voit sur le catalogue, elle est bien, l'agent bien dit, hop, des synchronicités vont faire qu'elle va être achetée avant, qu'elle va être nanana. Et on va finir à acheter une maison qui est à notre image. Et sur le début, on peut dire, elle est jolie, etc. Et petit à petit, on se rend compte, il y a des problèmes de voisinage, il y a ceci, machin, elle est en train de se fêler, il y a des problèmes de fondation, la fosse septique, il faut changer ça, en fait, je me sens petit, étriqué et tout ça. Mais en fait, toutes ces symboliques que l'on retrouve dans la maison sont ce que la personne vit à l'intérieur. Donc ce ne sera pas un hasard, en fait, ce ne sera pas le coup de pas de bol d'avoir des voisins chiants. Ce ne sera pas le coup de pas de bol d'avoir une problématique de fondation. Ça n'aura été qu'une manifestation d'une affinité symbolique qui se sera manifestée dans une matière vivante dans laquelle on est attiré pour vivre. Et c'est là qu'il y a tout un processus, et c'est là qu'on rentre dans le principe d'harmonisation de l'habitat, dans lequel celui qui va intervenir dans le lieu va être là. Et donc ça, c'est ce que vous allez apprendre avec l'eau synergie, va commencer à apprendre à lire ces problématiques. Vous allez devoir apprendre à lire ces problématiques. Parce qu'en comprenant et en lisant ça, vous rentrez dans la conscience de la personne. C'est pour ça que la maison, ce n'est pas un bien. On n'est pas propriétaire, entre guillemets, d'un bien. On est le manifesteur d'une réalité vibratoire dans laquelle nous vivons. Donc un lieu, c'est bien plus magique que ce qu'on imagine. Et là où c'est incroyable, à partir du moment où ce lieu est notre propre conscience, et nous ouvrons ce lieu avec conscience, parce que là, on intervient en ouvrant le lieu et la personne s'ouvre, on est des êtres multidimensionnels capables de cette possibilité, chaque chose que l'on va toucher dans le lieu, chaque chose que l'on va faire, chaque chose que l'on va lire, c'est comme si on voyageait, on explorait la conscience, les charges, les émotions de la personne, et avec elle, on visitait de manière concrète, manifestée, matérielle, un voyage et un soin énergétique thérapeutique qui pourrait apparaître dans des soins énergétiques comme une sorte de voyage sophrologique dans les mondes invisibles ou émotionnels. Ou voilà. Et là, on rentre dans la matière. Ce qui veut dire qu'à un moment, on peut déplacer un seul objet dans le lieu et voir la personne tomber par terre et pleurer ou ne pas être capable, en tout cas, à réussir à faire. On peut accompagner quelqu'un à libérer une charge profonde, ancienne, à un endroit précis du lieu, dans lequel elle n'avait même pas vu qu'il y avait cette symbolique à cet endroit dans le meuble, mais qui symbolise une mémoire très ancienne, et mettre même parfois dans l'harmonisation des heures à faire en sorte et à accompagner la personne pour qu'elle enlève, elle prenne juste ce bocal, par exemple, et qu'elle arrive à le déplacer à un autre secteur de l'endroit pour attendre ou même être capable de l'enlever du lieu et de faire le travail thérapeutique. Mais quand la personne fait ça,
Elle ne déplace pas un bocal, elle ne déplace pas une peinture, un tableau ou quoi que ce soit. Elle enlève et elle prend à main nue de la matière énergétique qui est reliée dans ses corps à ses émotions, à ses charges, à ses traumatismes. C'est la blessure elle-même qu'elle prend dans la matière et dans la main et qu'elle l'amène avec elle pour le sortir du lieu. Et ça peut donner lieu à des choses qui peuvent être très profondes et libérer énormément de choses. Et qui peut transformer le lieu, transformer la vie de la personne et libérer toutes les charges qui sont liées au lieu et à la personne. Et le lieu peut se retrouver à être libéré de plein de choses d'un seul coup et voir comme ça une expansion de son développement et la personne se retrouver littéralement libérée des charges qui l'incombaient à cet endroit-là en travaillant avec le lieu. Ce qui veut dire que tout le principe de l'harmonisation de l'habitat, tout le principe en tout cas du feng shui, de l'holosynergie telle que vous allez l'apprendre, c'est d'intervenir dans un lieu non avec des principes protocolaires que l'on apprend dans le livre, parce que vous allez voir que ce qu'on va voir, c'est dans aucun livre, ça n'existe clairement pas dans les livres. Autrement, je vous donnerai des références, mais sincèrement, il n'y en a pas aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de personnes qui aujourd'hui, par exemple, même si on prend la partie feng shui, n'ont pas, et ça je le dis en tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire, sincèrement, mais n'ont pas forcément compris la profondeur de l'essence du feng shui. Que c'est quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les livres. De la même manière, dans les livres que l'on apprend la thérapie. Ce n'est pas dans les livres qu'on apprend l'écoute de la personne. Ce n'est pas dans les livres qu'on apprend à voyager, à explorer la conscience et à libérer des charges. Par contre, on peut comprendre et conceptualiser ce qu'est la thérapie. Mais simplement, ce sera l'expérience et la compréhension profonde de se connaître soi-même pour être capable de connaître l'autre, de s'accepter et de développer un certain amour pour que notre propre présence puisse accueillir l'autre et qu'elle s'autorise à se libérer et à s'autoriser elle-même à se soigner. Eh bien, c'est tout là le principe. Et ça, on va le voir, doucement, on amorcera ensuite tranquillement ça, parce qu'avant, au-delà de ça, pour pouvoir préparer ce travail-là, on va rentrer déjà dans l'amorce de la compréhension et la lecture vibratoire d'un lieu. Réussir à sentir les énergies du lieu, qu'est-ce qui s'est manifesté vibratoirement, substantiellement, émotionnellement, parce qu'un lieu, il a vécu. Il y a eu des gens, il y a des générations qui sont venues. Même quand le lieu est neuf, il y a aussi des problématiques que l'on peut retrouver dans le lieu, vivantes. Il va y avoir toutes ces charges qui sont déposées comme des sortes de strates de pollution, de toxines, un petit peu comme des taches de café, de machin, de trucs d'un lieu qui n'a jamais été nettoyé. Donc ça, il va falloir apprendre à le nettoyer. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour faire, je vous le dis, de la même manière, c'est pas à la sauge, c'est pas les mantras, les bols tibétains, etc. qui vont faire ça, même si ça peut être un support ou ça pourrait être un support de. Mais ce qui va compter dans la mécanique profonde, c'est notre canal. Parce que par principe d'inversion, je prends un exemple. Si vous avez un lieu, il y a de la poussière qui est sur le lieu, qui est tombée sur le lieu. On ramasse vite fait à la main, voilà ce qui est tombé. S'il y en a un peu plus, c'est un peu sale, le ménage n'a pas été fait, on prend le balai. Si ça commence à avoir été un peu disséminé, ça s'est cassé, c'est rentré dans le truc, allez, on prend l'aspirateur. De toute façon, c'est mieux de prendre l'aspirateur. Mais à un moment, si le lieu, il est sale depuis longtemps, à un moment, on peut plus, le balai, il fait pas le truc, il y a encore des taches de café, de machin, on commence à sortir l'éponge, on met de l'eau, on commence à utiliser déjà plus de force, vous voyez, on commence à gratter. Si en plus, tu as des taches qui sont rentrées carrément dans le parquet, là, il faut carrément une machine pour reprendre le parquet, parce qu'il y a 2 mm sur le parquet à reprendre avec, je sais pas, moi, imaginons, pipi de chien, ça a été un squat, il y a eu des trucs de café, il y a eu de l'huile qui est tombée, vous voyez, on est carrément obligé de reprendre le truc. Et petit à petit, au fur et à mesure que c'est sale et qu'on ne fait rien, effectivement, c'est descendu profondément, on voit qu'il faut mettre plus de force. Il faut commencer à avoir des outils qu'on n'a peut-être pas forcément sous la main. Dites-vous qu'un nettoyage de lieu, c'est pareil. Quand des charges sont mises, des émotions qui vibrent à une fréquence subconsciente, inconsciente d'une certaine profondeur, tout ça, ça se dépose de manière informative dans le lieu. Ça descend par strates, ça se cristallise comme une mare de café qui rentre dans le parquet. Et petit à petit, ces charges-là, elles se cumulent, elles se cumulent, elles se cumulent. L'énergie descend, ça se stratifie, ça descend comme voilà. Mais la chose, c'est que si on veut nettoyer ça, si on veut nettoyer ces charges, même avant qu'elles comme je disais, qu'elles se cumulent, qu'elles prennent vie, que ça devienne carrément des charges vivantes, parce qu'on est dans la conscience, c'est de la matière, c'est de la conscience, la chose, c'est qu'il va falloir que nous appelions la partie correspondante. C'est la lumière qui libère l'ombre. Si on veut plus d'obscurité, faut allumer la lumière. S'il faut on veut nettoyer, il faut utiliser l'huile de coude et un outil ou l'aspirateur. Il faut quelque chose de correspondant.
Donc ce n'est pas l'intention qui va faire ça simplement. C'est l'intention, bien sûr, mais c'est malgré tout notre canal et notre appel au divin et la capacité de faire descendre de la matière lumineuse qui va, par sa fréquence inverse, libérer et aller libérer en tout cas l'obscurité subconsciente et inconsciente du lieu. Donc plus les charges vont être basses, plus il va falloir monter en vibration. Plus ça va être plombé, cristallisé, plus il va falloir monter encore un peu plus haut et tenir la charge pour que ça descende. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, déjà une base principale, c'est qu'il nous faut un contact avec le divin. Il nous faut un contact avec les plans de lumière. Il est impossible pour une personne, et ça c'est réellement ce que je pense, en tout cas voilà c'est mon avis, il n'est pas possible pour une personne de nettoyer véritablement un lieu, en tout cas à une certaine profondeur, ou alors il le fera hyper superficiellement, il s'arrêtera au plan mental et au plan astral, de nettoyer un lieu s'il n'a pas une dimension lumineuse des corps spirituels, une reliance qui lui permet de descendre plus bas, c'est-à-dire dans la partie opposée, qui est liée à la partie subconsciente inférieure et la partie inconsciente supérieure. C'est pas possible, il ne peut pas, c'est une logique, c'est une mécanique. De la même manière que mécaniquement, voilà, il y a des choses qui, je ne peux pas aller m'asseoir à cette table si je ne me déplace pas et je ne traverse pas cette pièce avec un minimum d'énergie vitale. Vous voyez, c'est mécanique. Ou alors, je suis dans une autre vision parallèle où je suis dans un rêve, quoi. Ou alors j'ai des pouvoirs qui font que. Mais bon, dans la mécanique classique matérielle, il faut que je me déplace et que j'utilise de l'énergie vitale. Ou que j'ai des gens qui me portent, mais ils déplaceront de l'énergie vitale. Donc ce qui veut dire qu'il me faudra de l'énergie vitale pour aller d'un point A à un point B. Et plus je vais aller loin, plus il me faudra d'énergie vitale. Plus la complexité d'accessibilité à un endroit est dure, plus il me faudra une ressource vitale pour y aller. Et bien c'est exactement la même chose vibratoirement et énergétiquement. Il faut des ressources lumineuses, des ressources spirituelles, vitales, pour aller décharger ce lieu. C'est pour ça qu'en même temps, c'est simple, parce que j'en ai parlé, j'avais même fait des vidéos dans lesquelles c'est extrêmement simple, il n'y a pas plus simple en fait. On appelle juste le divin, on travaille, voilà. Mais en même temps, pour permettre ça, il y a des conditions d'accueil, des conditions de reliance, des conditions de posture intérieure qui permettent à cette simplicité de pouvoir pénétrer et de rendre les corps perméables à cette disposition vibratoire. Et ensuite, ce travail-là peut se faire. Mais une fois qu'on a nettoyé le lieu, on n'a encore rien fait. Le lieu, le nettoyage du lieu, c'est simplement, au début, on pourrait dire simplement la partie, la base. C'est quand vous allez chez le dentiste, il nettoie, il met, voilà, vous êtes lavé les dents, il met les trucs machin, et voilà, il va commencer le travail. Il n'y a rien qui a été fait. Ou à la rigueur, on pourrait imaginer qu'il a enlevé, on pourrait dire un peu la carie. Allez, on va dire qu'il a enlevé la carie. Hein, il a posé le truc, il a nettoyé, il a enlevé la carie, voilà, c'est propre. Mais la carie, elle est encore à vif. Et quand on nettoie un lieu, vous connaissez le mot qu'on dit souvent, c'est que la nature a horreur du vide. On ne laisse pas un lieu vide. Un lieu doit être rempli. Quand vous semez, vous êtes dans la nature, si vous plantez rien et vous faites un champ et vous ne mettez pas une culture en terre, bah en fait, vous le faites pour un champ qui va se mettre en jachère naturellement avec les plantes locales. C'est à vous de planter et c'est à vous de mettre en terre ce que vous voulez mettre. Donc le nettoyage, c'est juste à base. Et généralement, il ne faut pas trop tarder après le nettoyage à mettre des nouvelles énergies en place. Et là intervient la deuxième phase, qui va être le travail de rééquilibrage. Et un travail de rééquilibrage, et ça, vous l'apprendrez, c'est quelque chose que l'on va voir principalement la prochaine fois sur la partie rééquilibrage et dans lequel vous allez commencer en tout cas maintenant à faire ce travail-là. Ça va être la partie de rétablir, entre guillemets, de neutraliser tous les espaces ou les endroits où les contractions énergétiques, qu'on appelle les parties, les espaces ou les nœuds un peu géopathogènes, tout ce qu'on appelle les problématiques géobiologiques, qu'on va considérer comme les sources, les failles, les réseaux, les croisements de sources, les croisements de failles, et tout ce qui peut être, en tout cas, les problématiques que l'on peut retrouver dans un lieu, en prenant en charge peut-être les réseaux électriques dans lesquels il y a Linky, les problématiques électromagnétiques, de la Wi-Fi, et ainsi de suite, voire aussi les problématiques d'ondes de forme. Ça, c'est un travail que l'on va prendre en charge. Mais on ne va pas le prendre en charge de manière géobiologique. On va rentrer dans un processus de collaboration avec les forces de la nature. Et vous allez voir qu'au-delà de ça, ça va être plus profond que de parler à des esprits de la nature, c'est qu'on va le faire avec le divin. Mais pour ça, il faut que les corps soient prêts. On verra un petit peu ça plus en détail après, parce que là, maintenant, c'est encore compliqué de le comprendre. Mais imaginez simplement que ce sont les êtres, les intelligences responsables des plans qui vont eux-mêmes prendre en charge ça, les maintenir, libérer, neutraliser, même
des problématiques que la géobiologie ne me prend même pas en compte ou ne cite même pas. Parce qu'à partir du moment où c'est des présences qui sont responsables et que ce sont les présences responsables des énergies cosmotelluriques qui prennent en charge une problématique, ce qui va être libéré, ce qui va être nettoyé et neutralisé est bien plus profond. Ça peut être des problématiques qui sont à 1 km du lieu, ça peut être des choses qui sont à des endroits où d'un rayonnement ou on va dire vraiment qui suit, on va dire planétairement une ligne qui traverse la maison à cet endroit-là qui peut être neutralisée. Ça peut être des entités où on va dire le rayonnement ou la présence d'êtres qui vivent à plusieurs centaines de mètres dans le sous-sol, etc. Des problématiques qui vont être littéralement neutralisées et ça sans l'intervention d'outils, sans baguette, sans pendule, sans rituel, sans cérémonie, sans offrande, sans rien. Juste cette collaboration sincère avec les esprits de la nature, d'une manière beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. L'importance étant le travail de transformation intérieure et la reliance sincère au divin et à cette essence que nous servons. Si nous servons le divin, si nous sommes véritablement dans cette action éthique et sincère d'être dans cette reliance, les esprits de la nature nous suivent plus qu'en joie. C'est eux qui font des offrandes pour venir nous accompagner et le faire avec nous. Et vous voyez, ce processus-là, si on prend en fait ces deux choses, le nettoyage, le rééquilibrage, une fois que c'est terminé, on n'a pas encore commencé le travail. Le travail, le vrai travail, ce qui donne toute la partie, on va dire énergétique, ça va être l'harmonisation. Et l'harmonisation, je vous en parlerai une prochaine fois, parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qui peut se faire de différentes façons. Soit on l'a fait avec des grandes forces de la nature et des présences de lumière, mais là c'est encore limité. Soit on l'a fait d'une autre manière, avec le divin directement, mais ça nécessite d'avoir déjà un certain développement, d'avoir travaillé des choses. Et ça, c'est ce que tout le long du cursus, vous allez, entre guillemets, apprendre, pas apprendre mentalement, mais que vos corps vont apprendre dans les jours et les semaines qui passent. Et c'est la raison pour laquelle il y a, après ce cursus-là, des mois, on se revoit presque dans une demi-année, parce qu'après ce cursus-là, il y a des forces, il y a des énergies qui vont travailler pour permettre à vos corps de pouvoir commencer à faire ce processus que vos corps feront, on va dire, que dans presque 1 an. 1 an et, on va dire, mais presque 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, ce processus que je vous propose, qui est lié à cette harmonisation synergique, en fait, vos corps n'ont aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, en tout cas dans l'expérience que j'ai, d'accompagner comme ça des centaines de personnes par an depuis des années, n'ont pas encore la constitution vibratoire et la perméabilité de prendre cette énergie pour modifier les champs vibratoires. Parce que comme je vous disais, c'est vos corps qui vont le faire. C'est la qualité, le matériel, substantiel, par la perméabilité de vos corps, qui vont permettre à la lumière psychique du divin de votre cœur, c'est vraiment les plans de l'âme qui vont pénétrer vos corps et qui vont réinformer la conscience des forces de la nature et de l'intelligence des plans. Et pour ça, il faut les corps qui soient prêts. Autrement, on ne peut pas le faire. On appelle juste spirituellement des énergies. Il y a des gens, des fois, qui disent « Oui, mais je fais la même chose. Oui, mais j'ai un géobiologue qui fait ça, etc. » Il appelle le divin. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, ça fait 28 ans que je fais ce travail-là avec les forces de la nature. Ça fait 15 ans que je fais des formations. On a créé un labo où j'ai fait des milliers d'expériences pas possibles. J'ai un côté hyper explorateur, vous voyez, assez scientifique en définitive, mais hyper explorateur de la conscience. Toutes les configurations énergétiques des corps, je les ai à ma manière en tout cas explorées. J'ai essayé des centaines de configurations, de manières d'harmoniser. Comment les forces vont entrer? Est-ce que c'est cet esprit-là? Est-ce que c'est un esprit de la Terre? Est-ce que c'est un esprit du plan mental, du plan vital? Et moi, je déglingue ce qu'il a fait. Je demande à un autre aide de tel plan de le déglinguer, voir comment ça tient, comment ça se cristallise, comment ça se fait. De demander à un certain plan, de voir dans cette configuration-là, d'appeler plusieurs êtres. J'ai essayé plein de configurations pour voir ce qui tient la route, ce qui ne tient pas la route. Est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que c'est stable? Et ainsi de suite pour essayer de voir. Et il y a eu tout un ensemble de choses qui se sont passées qui m'ont amené petit à petit à affiner les choses, mais moi je ne les ai pas affinées par moi-même. Il y a eu des enseignements, il y a eu des êtres qui sont venus, il y a eu le divin aussi dans certains niveaux de conscience qui est venu aussi apporter, on va dire vraiment sa pierre, plus que sa pierre d'ailleurs, en tout cas à l'édifice de cette harmonisation. Et aujourd'hui, parce que ça évoluera encore, c'est évolutif, aujourd'hui, la configuration est telle que on ne passe plus par les esprits de la nature pour faire ce travail. On rentre dans la conscience presque vivante, la partie archétypale de l'intelligence du plan, dans le cœur des forces de la nature, dans lequel le divin en nous vient directement informer ces plans, pour faire un travail qui amène la vibration du lieu à devenir évolutive.
C'est-à-dire qu'on rend un lieu qui est vivant. C'est plus un tableau vibratoire, c'est plus une énergie qui descend, on appelle le divin, pom, il y a une énergie qui vient et on part et ça vibre juste. Non, non. Le plan, la conscience, il y a une âme dans le lieu, le plan devient vivant. Ce qui veut dire qu'il peut se modifier, il peut monter en vibration tout seul, il peut parfois mettre des teintes différentes. Si la personne est perturbée émotionnellement, il peut changer sa configuration vibratoire pour que la personne puisse mieux vivre un deuil ou une énergie ou une dépression, pour que le lieu ne reste pas non adapté vibratoirement à la personne, et ainsi de suite. Pour pas... Voilà, il devient en symbiose énergétique avec la personne. Et ça, je vous dis, aujourd'hui, dans l'harmonisation de l'habitat, je ne connais aucune technique qui amène le lieu à être vivant, symbiotique, évolutif, et qui a cette disposition sur tout ce processus à pouvoir être offert, en sachant que là, on n'a fait que la partie énergétique. Parce qu'après, il y a toute la partie de lecture de la matière et toute la partie dans laquelle nous allons rentrer chez les personnes. Et là, on va reconfigurer vibratoirement et aller décrocher, réharmoniser, conseiller les problématiques qui existent dans la matière, dans le lieu. Parce que parfois, il y a des endroits dans le lieu lui-même, dans sa configuration, qui ne peuvent pas incorporer cette vibration et cette énergie. Parce que le lieu porte en lui des formes, des secteurs manquants, des mémoires, des objets qui sont la symbolique de problématiques qui vont freiner l'expansion et l'intégration de ces énergies que l'on va mettre en place dans le lieu. Et pour ça, nous, on va rentrer dans le lieu et on va aller harmoniser, libérer les espaces les plus gros du lieu pour que cette énergie elle puisse prendre vie. La personne réalise à quel point son lieu est vivant et fasse tout ce travail de Feng Shui, ce Feng Shui vivant et intuitif que je vais vous apprendre, dans lequel elle va reconfigurer son lieu et intégrer la dimension vivante de son lieu pour qu'elle puisse grandir en conscience avec le lieu. C'est pour ça que ce n'est pas de la géobiologie. Cette technique n'a rien à voir avec la géobio. C'est pas du tout pareil. C'est quelque chose de vivant, de bien plus profond, qui est beaucoup plus intégral, et comme je vous dis, qui n'utilise pas d'outils, si ce n'est que le développement et la réalisation consciente des corps et de leur perméabilité sur la conscience des forces de la nature et du divin en nous. Donc ça nécessite un cursus assez long, dans lequel effectivement chaque pratique que vous allez faire, des méditations et de reliance, vont vous amener à être beaucoup plus sensible aux choses, tout en ayant cette capacité d'avoir cette écoute de lecture du lieu et d'apprendre à ressentir. Et de comprendre qu'un lieu, ce n'est pas juste un tas de briques avec des tuiles, dans lequel on va juste mettre des couleurs qui vont refléter un côté positif pour la personne. Non, ça c'est le Feng Shui de livre. Là, on est vraiment sur un côté énergétique, vivant. Là, vous verrez que des fois, les règles, elles sautent. Tout ce qu'on voit dans les livres, et même des livres qui sont pointus, parce que Dieu sait si j'en ai lu. J'ai été aussi, on va dire, formé, j'ai rencontré des personnes très, très experts, et certains donc ont fait aussi ces stages. Je vous assure que là, on rentre dans quelque chose d'autre, parce qu'on va dans l'essence. Et quand on va dans l'essence de quelque chose, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire sauter toutes ses croyances et accepter de descendre dans l'énergie pour aller voyager vraiment dans ce qui est vivant. L'essence du Feng Shui, c'est quelque chose d'extraordinairement profond. Et je ne suis pas étonné en même temps que ça n'ait été compris que superficiellement et que ça ne peut malheureusement pas être véritablement transmissible en fait, dans les livres. De la même manière que dans la spiritualité, vous le savez bien, et là vous allez mieux comprendre, c'est pas l'évangile, c'est pas le Nouveau Testament qui fait la réalisation spirituelle. Et que quand on parle de l'essence des religions, on parle de quelque chose, pour celui qui le réalise, dans lequel il n'a pas besoin d'avoir la Bible sur lui, il n'a pas besoin d'aller à la messe. Parce que derrière cette compréhension de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la conscience, il va faire sauter tout ce qui est lié commandement, de propositions dogmatiques et sectaires, traditionnelles ou autres. Il se retrouve face à lui-même, à la connaissance de lui-même, à la simplicité d'être lui-même et à la nature lumineuse de la relation de chaque individu avec son environnement et avec le monde. Une relation avec soi qui est saine, une relation avec les gens, une relation horizontale amoureuse et une relation verticale qui est pleinement sans intermédiaire. Elle est là l'essence. Et pour tous ceux qui imaginent dans la périphérie que, on va dire, cette spiritualité a besoin d'autre chose, ce sont effectivement, c'est ce niveau de conscience qui est encore englué dans des livres et des commandements qui n'ont rien à voir, dans l'analogie du Feng Shui, avec ce que vous allez apprendre et là où vous allez rentrer dans cette connaissance. Et d'ailleurs, Jenny a été une personne qu'on a rencontrée en formation. Parce qu'à chaque fin de formation, on va ensemble chez une personne que je ne connais pas, que j'ai jamais vue, avec qui j'ai à peine parlé 5 minutes au téléphone, et on va tous ensemble pour harmoniser un lieu de vie chez la personne. Et Jenny,
et Irène faisait partie du groupe à l'époque, et Jenny est une personne que je ne connaissais pas, et chez qui tout le groupe, on est venu à 40 chez toi. Et de ce fait, on a harmonisé tous ensemble et tout ça dans le côté pratique, son appartement. Et c'était puissant, il s'est passé plein de choses. Et puis tu as vu en plus ce qui s'est passé juste après, hein, pour le lieu. Et tu n'arrêtes pas de me donner des nouvelles, hein, de l'expansion du lieu. Et donc voilà, ça fait en tout cas Jenny. Et puis Jenny a été donc touchée par tout ce qui s'est passé et de la dimension de la chose. Et puis de ce fait, voilà, elle t'a fait reliance après, tu as eu envie de faire reliance. Et puis, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de profond. Et je vous dis, le lien à l'habitant, l'écoute est important. Il faut commencer à comprendre les choses. Et on ne comprend pas le lieu si on n'écoute pas l'habitant. C'est l'habitant qui nous décrit, qui nous ouvre les portes du lieu. Il faut pour ça que l'habitant ouvre les portes du lieu. Parce que c'est de l'énergie. De la même manière en thérapie, si vous avez quelqu'un qui est comme ça, qui arrive en thérapie et qui est comme ça, vous ne pourriez rien faire, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il s'ouvre et qu'il s'ouvre à vous. Et c'est en s'ouvrant à vous que vous avez accès à ce qu'il peut vous offrir et à ses capacités lui-même de s'autoriser à se guérir. Et bien là, c'est pareil pour un lieu, il faudra rentrer dans la conscience de l'habitant. Et donc, la conscience de l'habitant, il faudra véritablement ouvrir le lieu. De la même manière que pour les esprits de la nature, si vous voulez sentir les esprits de la nature, il faut ouvrir la forêt, il faut ouvrir la nature. Être dans la nature avec une conscience fermée ne nous met absolument pas du tout en relation avec la conscience vivante de la nature et des êtres qui y vivent.